for the summer with my eyes open wide. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être là avec mon équipe que j'ai présentée hier après la musique sur la scène musicale. Donc c'est un plaisir d'autant plus important que ça fait plusieurs années que je viens vous voir et je reviens toujours avec le même plaisir, sinon plus qu'avant, parce que je vois que l'association grandit, elle fait plus de choses, la barre est de plus en plus haute et c'est pour la bonne cause. Et cette année, vous l'avez vu, hein, il y a l'association de Grégory Le Marchal qui est là, il y a d'autres petites associations ou des personnes qui sont arrivées. J'étais très ému hier de voir les petites donations, les petites sommes. Et je dis qu'il n'y a pas de petites ou grandes donations, il n'y a pas de petites ou grandes associations. C'est des petits ou des grands ruisseaux qui finalement ils remplissent le fleuve, qui nous aident, nous chercheurs. Et c'est important aussi pour moi que vous voyez l'équipe, donc les gens qui travaillent sur le terrain, qui font le job. Ils sont très reconnaissants. Et je vous demande de les applaudir. Vous avez vu hier. Et je tiens à le dire aujourd'hui parce qu'il y a un chercheur confirmé qui travaille depuis pas mal d'années sur la mycoviscidose. Il y a des jeunes futurs chercheurs qui travaillent sur la mycoviscidose. C'est vraiment une grande abnégation parce que ils auraient pu faire comment dirais-je, faire des études plus courtes et avoir un CDD ou voire un CDI et gagner leur vie et fonder une famille, etc. Elles ont fait le choix, Christy et Alban. Non mais c'est vrai, hein. Bon, vous allez fonder une famille quand même. Donc elles ont fait le choix quand même c'est un sacrifice de faire de longues études, c'est bac plus 10, plus 12 et beaucoup de sacrifices pour le plaisir de la recherche, parce que c'est un plaisir, c'est une passion, mais aussi pour la bonne cause. Hein. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais qu'ils vous rencontrent, ils rencontrent les parents des patients, les patients peut-être aussi, et que vous voyez les gens qui travaillent. Et bien sûr, quand ces personnes vont présenter, vous leur posez des questions, et après pendant le repas, ou même sur la moto, vous allez discuter avec eux. C'est un peu plus dangereux sur la moto quand même. Vaut mieux éviter. Alors donc, là ici, donc, je présente l'équipe, tout le monde n'est pas là. Donc il y a Olivier Tabary qui est là, donc Nathalie, Christy, Gabriel qui n'est pas là, et donc moi-même, Alban et Inès, donc toute cette équipe travaille sur la mycoviscidose. Alors, mais il y a aussi les anciens. Il n'y a pas que l'équipe actuelle, il y a les gens qui sont passés dans mon laboratoire sur ma longue carrière. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés. Je ne présente que les gens qui ont travaillé sur la mycoviscidose dans les 5 dernières années. Il y en a peut-être une vingtaine d'autres qui travaillent sur le domaine depuis longtemps. Donc là, vous les avez tous. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est des gens qui viennent du monde entier. Il y a des gens de Rio, de Liban, de Portugal, de Chine. Donc tout ce monde-là travaille sur une partie ou une autre concernant la mycoviscidose. Alors, oui, merci. C'est très important. J'espère que la maman de Floriane est là. Voilà. Tu peux te lever, s'il te plaît? Si, quand même. Voilà, la fille Floriane. Ouais. Alors, pourquoi je parle de Floriane? Floriane, donc c'est important, c'est la fille de Madame Coste et qui est venue dans mon laboratoire il y a à peu près 2-3 ans pour travailler sur la mycoviscidose pour un petit stage de 3 mois, je crois. Et, il a été mordu par le virus de la recherche et là, je pense qu'elle va faire un doctorat, probablement sur la mycoviscidose. Donc, à la fois, c'est quelqu'un de l'association, mais aussi quelqu'un qui va travailler sur la mycoviscidose. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, en fait, la mycoviscidose, tout le monde maintenant connaît à peu près la maladie génétique, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Elle se caractérise, mais on le verra tout à l'heure avec mes collègues, par la mutation du canal septaire, mais aussi, ce qui est important à noter, c'est que les patients atteints de mycoviscidose, donc,
la mortalité, elle est essentiellement due pas à la mutation elle-même, mais les conséquences de la mutation, qui sont une infection des poumons par des bactéries, par des tas de, excusez-moi le terme, de saloperies qui provoquent la mortalité. Et c'est important de savoir que les infections pulmonaires sont la première cause de mortalité par infection dans le monde, plus que le malaria, plus que le sida, plus que d'autres pathologies, et même plus que le Covid. Il faut le savoir, hein. Les gens meurent dans le monde avec des infections pulmonaires de toutes sortes. Et le problème, c'est aggravé par le fait qu'il y a de plus en plus de résistance, ça vous avez entendu parler, aux antibiotiques. Quand les antibiotiques ont été fabriqués et produits il y a plus d'un demi-siècle, c'était vraiment comment dirais-je, une révolution. Mais maintenant, on se rend compte que les antibiotiques, c'est pas automatique, ça ne marche pas tout le temps. Donc, c'est pour ça que des gens dans mon laboratoire travaillent sur des alternatives aux antibiotiques. Diapo suivante. Alors, depuis que je travaille avec l'association des motards, les finances qui m'ont été allouées, et je remercie encore l'association, on a travaillé sur différentes thématiques que vous voyez, le canal CFTR, son rôle dans la mucoviscidose, la recherche donc des molécules pouvant diminuer la production du mucus, parce que vous savez que le mucus est important dans la mucoviscidose, il faut les diminuer, et aussi des peptides antimicrobiens qui peuvent être très importants, et je laisserai la parole tout à l'heure à Alban qui va vous parler de cet aspect. Par contre, les deux autres parties, ils seront abordés par Olivier et par Christy. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, un autre projet que va présenter, elle va évoquer Alban, elle ne va pas en parler beaucoup, mais elle va l'évoquer, c'est les huîtres. Les huîtres, c'est très bon, tout le monde le sait, mais les huîtres nous donnent des molécules qui nous permettent de lutter contre la résistance aux antibiotiques. En fait, ce sont des petites molécules, et je laisserai tout à l'heure à Alban le temps de développer un peu plus, mais tu pourras dire 2-3 mots. Voilà. Diapo suivante. Alors, l'aide qui nous a été allouée par l'association des motards nous a permis plusieurs choses. Donc, de connaître les mécanismes impliqués dans l'infection des patients, les mécanismes qui font que le mucus devient visqueux, par exemple, etc. Et dans un premier temps, cela nous a permis aussi de publier. Ça, c'est important. Vous savez, les chercheurs, quand on a des résultats, il faut les assembler dans un article scientifique, dans des revues spécialisées, qu'on publie dans les journaux qui sont lus par des médecins, par les scientifiques, pour savoir l'état des lieux des connaissances pour pouvoir avancer. Et après, ça permettra peut-être à l'industrie pharmaceutique de se saisir de nos connaissances pour les utiliser pour produire un médicament éventuel. Et donc l'association des motards nous a aidés et nous a donc publié des articles. Diapo suivante. Le premier article qu'on a publié, et donc c'était celui-ci dans lequel il y a plusieurs personnes de mon équipe qui sont co-auteurs. Et donc vous voyez, en fait, quand on publie un article scientifique, à la fin de l'article, il y a les remerciements. Et donc là, on précise les donateurs. Donc, vous voyez, les motards sont donc remerciés à la fin de l'article. Et donc, c'est un article que le monde entier lit dans les gens qui travaillent sur la mucoviscidose, mais pas uniquement. Et donc, voilà, l'association des motards est remerciée au même titre que la fondation Air Liquide, qui est quand même une grosse fondation. Diapo suivante. Mais il y a d'autres publications qui ne sont pas encore sorties, mais qui sont en cours. Bon, c'est une diapo rébarbative, mais ce n'est pas important. Juste pour vous dire qu'il y a un article 1 et un article 2 qui vont être publiés prochainement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, grâce à l'aide qu'on a d'Air Liquide, de l'Institut Pasteur, de l'INSERM et des motards, on a fédéré un réseau dans lequel il y a des collaborateurs qui viennent du monde entier, qui nous ont aidés, avec qui on a collaboré, qui sont ici. Donc là, c'est un laboratoire d'Amsterdam, et là, c'est un laboratoire des États-Unis. Et donc, c'est qu'on appelle des co-publications dans lesquelles il y a plusieurs auteurs. Diapo suivante. Alors, il y a l'aspect donc purement scientifique dans des revues spécialisées, mais il y a ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est-à-dire des communiqués de presse. Donc l'Institut Pasteur a publié en 2021 un communiqué de presse sur ce qu'on fait dans mon laboratoire dans la mucoviscidose. Et donc là, c'est voilà, un petit résumé sur la mucoviscidose. Et diapo suivante.
Voilà, à la fin de ce communiqué, donc encore une fois, l'Institut Pasteur a précisé la contribution des motards, encore une fois, au même titre que la Fondation Air Liquide. Diapo suivante. Voilà. Donc là, je laisse la parole à Olivier pour un peu plus de, disons, de précision sur la recherche dans le domaine. À cause de la muco. C'est quoi le muco? Une maladie qui désangle les poumons et mon système digestif. La mucoviscidose, une maladie génétique rare et dégénérative qu'elle affrontait avec panache depuis son premier souffle. Et pourtant, elle m'a transmis une force incroyable. Tu sais comment il s'appelle, le jeune qui déconne? Non. CFTR. CFTR. Comme c'est franchement trop relou. Comme c'est franchement trop relou comme micro. Franchement trop relou. Elle m'a appris à voir le bon côté des choses, à repousser le danger à ses côtés avec humour, à innover tous les jours. La mucoviscidose rythme notre quotidien. Et si Elodie dévore chaque seconde avec l'appétit des géants, sa vie est un combat de tous les instants. Seulement parfois, il arrive que cette maladie sournoise et invisible gagne du terrain comme ça, sans prévenir. On sort la tiraille de guerre pour qu'elle puisse retrouver un peu de souffle et suivre des cures d'antibiotiques d'une quinzaine de jours pour se remettre d'aplomb. Je l'aime. Même à terre, elle est belle. Même à terre, une force inouïe émane d'elle. Bah alors, mon petit chat, tu dors encore? Je ne sais pas pendant combien de temps encore je gagnerai mes batailles contre toi. Si un jour j'aurai besoin d'une nouvelle paire de poumons, et si faire un bébé ne sera pas une option. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que si la mucoviscidose fait partie de moi, elle ne me définit pas. Voilà, donc la recherche a permis, l'argent que vous pouvez collecter permet effectivement de faire avancer la recherche. Pour les patients, en fait, on travaille sur les patients. Le but, c'est d'essayer d'apporter quelque chose, notre petite brique, en fait, à ces patients. Donc là, je vais aller un peu plus, on va dire, dans le scientifique. Donc, comme ça a été dit, la mucoviscidose est due à la mutation du gène CFTR. Donc, c'est une petite brique, en fait, qui marche mal et qui va avoir plein de conséquences. Donc, en gros, il y a un peu plus de 7000 patients en France, avec 200 nouvelles naissances chaque année. Une personne sur 25 est porteur. Et donc, si elle a des enfants avec une autre personne qui est aussi porteur, il peut y avoir un enfant atteint de mucoviscidose. Il y a environ 70 000 à 100 000 patients dans le monde, donc c'est une maladie rare, mais c'est la plus fréquente des maladies rares. Et l'espérance de vie actuelle, est aux alentours de 50 ans, mais c'est extrêmement variable en fonction de la façon dont la brique est cassée. Donc principalement, la première cause qui va gêner les patients, c'est des problèmes au niveau du poumon et en particulier au niveau des bronches. C'est ce qui est représenté ici. Donc, là, ça se passe à ce niveau-là. Et en fait, dans ces bronches, c'est un petit tapis qui est tout le long, qui sert en fait à défendre l'organisme de toutes les pollutions, du pollen, mais aussi des bactéries et des virus. Et en fait, lorsqu'on a un sujet sain, on va avoir en fait l'évacuation de tout ça. Le mucus qui est présent va permettre l'évacuation, donc ça va éliminer toutes ces petites saloperies, comme disait Lucelle. Et chez les patients atteints de mucoviscidose, en fait, il y a la petite brique qui marche mal, et il va y avoir un mucus qui va devenir très épais, très visqueux, et finalement, il ne va plus y avoir évacuation de toutes ces bactéries, et il va y avoir des infections, comme disait Lucelle, de l'inflammation, avec une difficulté respiratoire.
Alors, il y a des différents acteurs qui sont présents au niveau du poumon. Il y a des petites cellules du poumon qui protègent. Il y a le mucus, vous en avez parlé, qui va servir normalement à lutter. Il y a des cellules de l'inflammation, donc des petites cellules qui vont être là et qui vont justement essayer d'enlever toutes les petites saloperies qu'il peut y avoir. Et puis, voilà, Lucène a parlé justement des petites saloperies et des bactéries. Donc moi, pendant, alors j'ai calculé, j'ai travaillé plus de la moitié de ma vie en fait en recherche sur la mucoviscidose. Ça fait 26 ans que je travaille dessus, en laboratoire. J'ai travaillé principalement sur ces cellules-là. J'ai fait des publications internationales, comme a parlé Lucène, j'ai eu des dépôts de brevets, il y a eu plein de choses. Et maintenant, il y a un des projets de recherche sur lequel je travaille avec Gabriel Dupuis, vous avez vu la photo au début. C'est sur les bactéries, et en particulier le Pseudomonas aeruginosa. Donc c'est une petite bactérie en fait, qui va aller sur les cellules du poumon. Ça c'est au microscope. On voit les petites cellules du poumon, ici on voit les bactéries qui vont former un biofilm. Donc Albin nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et ces petites bactéries en fait, vont attaquer les cellules avec en particulier des toxines. Donc, la petite bactérie va aller sur la cellule et lorsqu'on regarde à plus fort grossissement ici, la petite bactérie en fait, va avoir une petite seringue qui va injecter en fait, ces toxines, donc la bactérie est là, la cellule est là, et va mettre en fait ces petites toxines dans la cellule. Alors, ces petites toxines en fait, elles ont un rôle de tuer la cellule. Alors, la bactérie va essayer de tuer la cellule parce que ça lui permet d'avoir de quoi manger pour se proliférer, pour se multiplier. Et ça va provoquer donc de la mort de la cellule. Donc ces toxines, normalement, c'est des substances qui sont toxiques, c'est avec une définition. Donc la bactérie va faire ça, va faire tuer des cellules. Alors après, la bactérie va se multiplier là, et après, elle va tuer plein d'autres cellules qui sont à côté. Donc au laboratoire, en fait, on utilise des bactéries comme ça, que l'on a, et on les met sur les petites cellules du poumon. Ça, c'est les petites cellules du poumon qui sont là. Et on regarde comment les cellules du poumon vont en fait être détruites par la bactérie. Donc les bactéries, on ne les voit pas, c'est tout petit, mais on voit les cellules du poumon. Donc au cours du temps, c'est une petite vidéo, on voit en fait les petites cellules blanches qui apparaissent, c'est les cellules qui meurent. Et en fait, on a des bactéries normales, on a des bactéries où on a enlevé une des toxines XOY pour voir ce que ça faisait. Et on se rend compte en fait que lorsqu'il n'y a pas cette petite toxine XOY, en fait, il va y avoir plus de cellules blanches, c'est des cellules qui sont mortes. Donc en fait, on en déduit que lorsqu'il n'y a pas XOY, la bactérie est plus dangereuse. Donc après, on va essayer de regarder chez les patients s'il y a des patients qui ont ces bactéries sans XOY, par exemple. Donc le but là, c'est vraiment de comprendre en fait ce qui se passe. C'est vraiment fondamental d'essayer de voir comment on peut agir derrière. Donc le but de ce travail, par exemple, c'est de comprendre le rôle de ces toxines, puisqu'elles sont atténuées en fait l'effet de la bactérie sur les cellules du poumon. Alors maintenant, on essaie de comprendre pourquoi, comment, et est-ce qu'on pourrait utiliser cette petite arme, en fait, ce petit XOY qui protège la cellule, pour essayer d'améliorer la vie des patients. Donc ça, c'est des travaux qui sont très très fondamentaux. Et maintenant, Alban va vous présenter des travaux qui sont un petit peu plus appliqués. C'est justement, Lucène a parlé de résistance, j'ai parlé de biofilm, donc Alban va vous parler de tout ça. Donc si vous avez des questions à la fin, ça sera avec plaisir qu'il y répondra. Bonjour à tous, c'est bon le micro, ça va? C'est pas trop, j'ai pas l'habitude. Et c'est un peu difficile de passer après Lucène et Olivier, parce que ce sont de très grands spécialistes, mais je vais essayer de faire aussi bien, parce que je suis ravie d'être avec vous ici. Et donc maintenant, oui, en effet, je vais parler de la résistance aux antibiotiques. Parce que finalement, on en parle beaucoup, donc comme disait Lucène, avec les antibiotiques, c'est pas automatique, mais on avait un peu de mal à quantifier en fait cette antibiorésistance. Et là, récemment, donc en 2022, il y a des auteurs qui donc ont publié une étude et ils ont quantifié cette antibiorésistance. Et donc en 2019, il y avait en fait 1,27 million de décès qui étaient directement liés à l'antibiorésistance, soit plus que le paludisme et plus que le sida. Donc on voit bien l'importance aujourd'hui de l'antibiorésistance. Mais alors finalement, d'où elle vient cette résistance? Finalement, elle peut être donc innée,
Ça veut dire que certaines bactéries, elles ont déjà des résistances face à certains antibiotiques. Mais ensuite, elles peuvent être acquises. Et donc là, en fait, c'est suite à un contact avec les antibiotiques à long terme, eh bien, elles vont soit acquérir des gènes chez une autre bactérie, ou alors elles vont soit donc acquérir des mutations, et là, on va avoir le développement de résistance. Mais cependant, en fait, cette résistance, il n'y a pas que l'acquisition de gènes, il y a aussi un autre phénomène, et donc on observe beaucoup chez les patients atteints de mucoviscidose, c'est la formation de biofilms par les bactéries. Alors, c'est quoi le biofilm? Eh bien, c'est un mode de vie, en fait, un mode de vie sédentaire des bactéries. Et donc, ça va correspondre à une communauté bactérienne, donc ici, plein de petites bactéries, qui sont accrochées à une surface, et en fait, elles vont développer, elles vont être englobées donc, dans une matrice qui va être en fait une sorte de mucus, et c'est cette matrice qui va les protéger en fait des stress environnementaux dans les antibiotiques. On peut passer à la suivante. Et donc c'est un problème, alors il faut savoir que le biofilm c'est un problème dans de nombreux domaines. Donc je vous ai mis des petites photos ici, par exemple au niveau du bâtiment, on voit les canalisations. En fait à la base il y a un biofilm bactérien et après il y a de nombreuses saletés qui viennent s'y fixer. C'est un problème aussi dans le monde pétrolier, en agroalimentaire dans les cuves, également dans le domaine maritime. Alors je ne sais pas s'il y a des marins un peu ici, mais je pense que vous avez déjà tous vu en fait les amas de crustacés, d'huîtres, d'algues qui peuvent se former sur les bateaux. Et bien avant ça, il y a un biofilm bactérien qui s'est mis sur les bateaux, qui s'est accroché sur les bateaux, qui s'est formé, et ensuite ça permet donc aux moules et aux salissures autres de venir s'y accrocher. Donc c'est un problème aujourd'hui dans le monde maritime, puisque pour les décrocher, on utilise des produits chimiques. Donc voilà, donc il y a des alternatives antibiofilms qui sont en place, enfin, qui essayent de se mettre en place, il y a des études là-dessus. Mais nous, on va revenir maintenant dans le monde médical, parce que le biofilm est un gros souci. Donc, parce que le biofilm peut se mettre sur des surfaces inertes, donc c'est-à-dire, par exemple, des cathéters, mais aussi ah voilà, j'ai perdu le mot. Mais les sondes, en fait, qu'on vient mettre quand il y a une détresse respiratoire, le biofilm va pouvoir se former dessus. Et aujourd'hui, la seule façon d'y remédier, en fait, c'est d'enlever ces cathéters, d'enlever ces sondes intratrachéales. Et le problème, c'est que vous imaginez bien que déjà, si on avait placé les cathéters, c'était que les gens étaient un peu en faiblesse. Donc si on vient les retirer, en replacer de nouveau, il y a des risques d'infection supplémentaires. Donc il faudrait trouver des solutions anti-biofilms. Et il faut savoir aussi que les biofilms, ils peuvent se former directement sur les cellules. Et notamment, c'est beaucoup observé donc, sur les cellules bronchiques des patients atteints de mucoviscidose. Alors maintenant, finalement, pour le traiter, ce biofilm, il faut déjà le comprendre. Et donc voilà, j'ai mis un petit schéma ici qui résume les 3 grandes étapes de la formation du biofilm. Et finalement, c'est un peu comme nous. On va former notre petite famille. Tout d'abord, les bactéries, elles vont trouver un endroit, une surface qui va les satisfaire. Donc elles vont venir y adhérer et se sédentariser. Elles vont perdre leur mobilité. Une fois qu'elles sont bien accrochées, elles vont se reproduire et elles vont former donc cette matrice dont je vous parlais, cette sorte de mucus. Et en fait, ça va les protéger. Ça va être un peu comme nous finalement, on se reproduit et on forme notre petite maison pour se protéger de l'environnement. Et ensuite, finalement, après la famille s'agrandit, mais la maison devient trop petite. Et donc là, il va y avoir une petite partie de la population, donc les enfants, qui vont donc s'échapper, redevenir mobiles et s'échapper pour aller coloniser donc d'autres surfaces, d'autres environnements. Alors c'est bien joli, c'est mignon tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sous cette forme de vie, eh bien, les bactéries sont jusqu'à 1000 fois plus résistantes aux antibiotiques. Donc c'est un vrai problème. Et donc, forcément, on cherche à trouver des solutions anti-biofilms. Donc il y a 2 grandes stratégies aujourd'hui, qui sont la prévention et l'élimination. Soit on va venir empêcher le biofilm de se former, donc d'adhérer principalement, soit on va venir l'éliminer directement, une fois qu'il est bien formé. Donc il y a une première stratégie qui va donc notamment
être au niveau de l'étape d'adhésion. Donc là, on va pouvoir soit venir conditionner des surfaces, ou soit modifier la surface. Donc pour que les bactéries aient moins envie d'adhérer à la surface. Et on peut aussi les conditionner voilà, avec, par exemple, des molécules antibactériennes ou alors antibiofilms. Ensuite, on peut venir éliminer le biofilm en venant dégrader donc, la matrice, la sorte de mucus, ainsi les bactéries ne seront plus protégées. Et enfin, la dernière, c'est de venir favoriser la dispersion du biofilm. On va venir favoriser la mobilité. Les bactéries seront ainsi relâchées et on va pouvoir venir donc soit agir avec des antibiotiques ou alors les bactéries vont être éliminées par le système immunitaire. Donc voilà les deux grandes stratégies antibiofilms. Et pour tout cela, il faut des nouvelles molécules. Donc c'est sur quoi je travaille actuellement. Donc sur les, comme l'a dit Lucène, sur les peptides antimicrobiens. Et alors notamment, il y en a qui sont isolés de l'huître, mais ils peuvent aussi finalement, on en produit aussi en fait, tout organisme produit des peptides antimicrobiens qui sont de petites molécules et qui en fait sont la première ligne de défense, donc notre aussi première ligne de défense face à des pathogènes, puisqu'ils possèdent une activité bactéricide très importante, on a besoin de faibles concentrations, et ensuite il y en a certains qui ont une activité antibiophile, pardon. Donc ici forcément c'est un grand intérêt pour nous. Et les autres avantages comparés aux antibiotiques, c'est qu'on les tolère très bien, et aussi pour le moment, on a observé peu de résistance, contrairement aux antibiotiques. Donc ce sont des bons points, et c'est pourquoi on les étudie au laboratoire. Et donc nous, moi, ma grande question, avec Inès, avec qui je travaille, c'est est-ce qu'on peut les utiliser pour lutter contre les infections bactériennes, donc notamment pulmonaires, dans le cadre de la mucoviscidose. Donc voilà, après moi j'ai fini pour mon petit topo, mais si vous avez des questions, je serais vraiment ravie d'y répondre pour en discuter un peu plus avec vous. Et maintenant je vais repasser la parole à Olivier qui va introduire Christy. Merci. Donc, comme je vous le disais au départ, en fait, première chose c'est de comprendre. Pourquoi comprendre? Tout simplement, c'est ce qu'a présenté Alban. Le fait de pouvoir comprendre va permettre d'utiliser en fait les faiblesses. On va essayer de trouver des faiblesses en fait dans ce qui se passe dans la bactérie, dans la cellule, etc. pour essayer d'y remédier. Donc là, c'est des traitements, on va dire, plus symptomatiques lors d'infections qui pourraient avoir un avenir assez important. Et maintenant, en fait, on a une autre approche que j'ai avec Christy qui va vous présenter, c'est d'essayer de trouver de nouvelles thérapies. Il y a des thérapies qui sont actuellement sur le marché, mais, comme je le disais, elles ne concernent pas tous les patients. Donc, Christy va vous en parler un petit peu plus. Bonjour à tous. Je vais vous parler plus sur les nouveaux thérapies, mais avant, j'aimerais juste revoir avec vous les manifestations, voir un peu de ce qu'en subissent les patients tous les jours et les problèmes auxquels ils font face. Donc, comme vous le savez, c'est CFTR qui est la cause de tout problème chez les patients atteints de mucoviscidose. Et donc, comme on peut le voir là, en fait, ça c'est chez un patient, une personne saine. Donc le canal il est ouvert, il laisse passer des molécules. Ce qui en met là que le mucus dont on parlait mes collègues, qui soit fluide et qu'il arrive un peu à bouger comme l'eau. Et donc, quand le canal chez les patients atteints de mucoviscidose, il n'est pas ouvert, donc c'est une sorte de tunnel qui est bouché, donc ça va empêcher les molécules de passer, ce qui va empêcher le mucus d'être fluide, il va devenir épais, il va venir s'entasser, et donc il va boucher on va dire, le tunnel. Donc tout ce qui est des tunnels de conduite, ils vont être bouchés, et donc ça va permettre de boucher les bronches, ce qui va nous mener à des manifestations pulmonaires qui sont la première cause de mortalité et de morbidité chez les patients atteints de mucoviscidose, mais pas que. Donc on va avoir aussi des manifestations au niveau du pancréas, on va avoir des manifestations biliaires, digestives au niveau de l'intestin, c'est pour cela ils ont plein de maux intestinaux. Et aussi, surtout les patients hommes, ils vont avoir des manifestations génitales et donc des problèmes de fertilité. Donc, vu qu'on a toutes ces manifestations,
les traitements qui ont longtemps été donnés, c'était des traitements symptomatiques. Donc on traitait vraiment ce qu'on voyait, les symptômes. Donc pour cela, les patients, ils devaient avoir une alimentation qui était riche. Ils mangeaient, ils ont des alimentations spécifiques pour eux. Ils ont aussi droit à plein d'oxygénothérapie. Ils ont droit à plein de kinéthérapie pour sortir le mucus. Et éventuellement aussi, quand ça commence à aller mal, on les transplante avec des transplantations pulmonaires surtout. Donc là, vous voyez la petite Blanche, c'est une patiente qui atteint de mucoviscidose aussi. Et elle est aussi en train de suivre le combat avec ses parents. Donc tous ces traitements symptomatiques ont permis, depuis l'année 1950 jusqu'à l'année 2010, à essayer d'augmenter la durée de vie des patients, qui est passée de 5 ans en 1950 jusqu'à à peu près 40-45 ans en 2010. Donc c'était tout ce qui était traitement enzymatique, diététique, respiratoire, tout ça. Ça a permis d'améliorer, mais tout ça, ça reste curatif. Donc ça traite juste les symptômes. Ça ne traite pas le problème de base. Donc pour ça, depuis 2012, la compagnie Vertex, qui est une compagnie américaine, elle a commencé à produire des traitements qui sont dits curatifs et donc qui essayent vraiment de régler le problème de base et pas que les symptômes. Donc on a commencé en 2012 avec le Kalydeco et ça a évolué jusqu'au Kaftrio aujourd'hui, en 2020. Et ça a aussi permis d'augmenter la durée de vie jusqu'à peu près 50 ans aujourd'hui, ce qui est bien. Et donc, tous ces traitements aident à passer de tunnels, on va dire, bloqués avec du mucus à des tunnels plus ou moins qui ressemblent à ceux des patients sains et donc qui permettent l'évacuation. Sauf que, malheureusement, tous ces traitements, c'est bien, mais il y a toujours des patients qui ne sont pas éligibles à ces traitements, donc qui ne sont toujours pas traitables. Il y a des patients qui ne répondent pas à ces traitements, et il y a des patients qui continuent aussi à développer des effets secondaires. Donc tout ça, c'est bien, mais il faudra continuer, essayer de trouver d'autres solutions, des solutions alternatives. Donc, nous, pour essayer de trouver une solution alternative, comme on ne peut pas cibler CFTR, on va prendre une autre voie qui va nous mener à notre destination. Donc là, j'ai joué un peu sur les mots, donc tous les chemins mènent à Rome, et là, ça nous emmène au motard du viaduc. Et donc, en fait, comme je l'ai dit, comme CFTR il ne marche pas, on va essayer de trouver un bypass, une autre route qui va essayer de compenser le manque d'activité de ce canal. Et donc on va cibler un autre canal qui s'appelle TMEM-16A. Donc ce canal-là, il a les mêmes fonctions que le canal qui ne marche pas. Il a les mêmes fonctions et peut compenser le manque d'activité du canal principal. Donc ce canal-là, malheureusement, chez les patients mucos, il ne fonctionne pas très bien. Il est là, il n'est pas très actif. Et nous, notre but, c'est d'essayer de le pousser, de l'activer pour qu'il puisse bien marcher, pour qu'il puisse compenser le manque d'activité du canal qui ne marche pas. Donc, on a développé une molécule qui permet de faire ça, de permettre au canal TMEM-16A de marcher. Et donc, dans le cadre du projet avec Olivier, on est en train de tester maintenant sur des cellules, donc des cellules de patients, des cellules qui ont on va dire, la mucoviscidose. On est en train de tester si en ajoutant cette molécule, l'activité, on va redéclencher l'activité du canal, on va l'augmenter, donc si ça va être fonctionnel. On est en train de voir, l'errance mucociliaire, c'est l'évacuation du mucus. Donc je vais vous montrer des images, vous allez peut-être voir plus
ce que je veux dire. Donc, voir que le mucus, il part, il sort. On est en train de voir si ça joue sur les infections, inflammations, et si la molécule en soi, elle ne cause pas d'effets secondaires, parce que, comme on sait, un traitement, il ne peut pas être toxique, sinon, ça ne sert à rien. Il ne peut pas avoir d'effets secondaires, il faut qu'il soit spécifique, qu'il cible vraiment une cible, et qu'il ne parte pas dans tous les sens. Donc ça, c'est sur les cellules, mais nous avons aussi un modèle de souris qui nous permet de développer tout ça, d'étudier tout ça. Donc chez les souris, on va voir pareil, si la molécule elle est toxique. On va essayer de voir quelles sont les meilleures voies d'administration pour éventuellement, peut-être un jour, pouvoir le donner à des patients. On va voir la survie, la fertilité des souris, parce que ça reflète aussi. Et pareil, on va en parler un peu. Donc là, c'est des cellules, comme vous avez montré Olivier, en dessous, donc les cellules de patients atteints de mucoviscidose. Donc ces cellules, on va les traiter avec la molécule, on va leur donner la molécule. Après, ce qu'on a mis dessus, c'est des billes, des petites billes fluorescentes, donc qui vont être sur la surface des cellules. Donc les cellules, c'est une sorte de tapis. On va mettre les billes, on va regarder en microscope, donc en agrandissant l'image. Et donc là, les cellules qui ne sont pas traitées, tous les points que vous voyez là en train de se déplacer, c'est des billes. Donc elles se déplacent lentement. Alors, quand les cellules sont traitées, ces billes, elles se déplacent plus rapidement, ce qui reflète un peu ce que fait les mucus avec les bactéries, avec toutes ces saloperies. Et du coup, il essaye d'évacuer, de faire sortir tout ça. Donc on a vu que avec le traitement, ça marche mieux. Après, on a c'est les billes, pareil, c'est le petit dessin, je ne sais pas qui m'avait dit ça. C'est des billes qu'on suit, donc on essaye de tracer leur trajectoire. Et là, on voit que les trajectoires sont courtes, et là, pour un même temps, elles passent plus rapidement et elles soufflent l'image, on va dire. Donc ensuite, je vous présente des modèles souris. Là, c'était vraiment pour regarder comment la molécule se disperse dans le corps, où elle va, dans quel organe. C'est plus pour étudier la spécificité, la toxicité. Donc on a essayé plusieurs différentes voies. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était juste, ça nous permet de voir où se place la molécule, dans quel organe et ce que ça fait. Donc ensuite, il faut savoir que les souris atteintes aussi de mucoviscidose, elles meurent très tôt. Donc à 36 jours, elles sont déjà mortes si elles ne sont pas traitées. Parce que pareil, elles ont des obstructions, ça bouche et ça cause leur décès. Donc quand on traitait nos molécules, nos souris avec la molécule, on a remarqué que la survie avait augmenté jusqu'à à peu près 200 jours. Donc c'est passé de 36 jours chez les cellules qui n'ont pas droit à la molécule jusqu'à peu près 200 jours, sachant que la vie d'une souris c'est à peu près de 400 jours, plus ou moins. Donc ce qui était bien, ça reflétait, ça nous montrait que ça marchait et que ça permettait d'augmenter la durée de vie des souris atteintes de mucoviscidose. Et pareil, ce modèle-là de souris atteinte de mucoviscidose, c'est pareil comme chez les humains. La souris mâle, elle ne peut pas se reproduire, donc elle ne peut pas avoir de bébé. Et donc on a remarqué que quand on traitait la souris mâle avec la molécule, elle arrivait à se reproduire et elle arrivait à avoir des bébés, donc ce qui résout un peu le problème de fertilité. Donc je vais m'arrêter là. J'aimerais remercier tout le monde et j'aimerais remercier les motards du Béatu pour nous avoir accueillis. Vraiment, c'était un accueil très chaleureux. On est très contents d'être là parmi vous. C'est vous qui nous donnez la motivation à continuer à travailler, qui concrétisez vraiment notre but et c'est vous, on travaille pour vous. Donc merci beaucoup.
Alors c'est un très grand plaisir pour moi d'être devant vous avec mon équipe. Avec Olivier, on fait le lien avec tout ce qui a été présenté de manière, je trouve, admirable. Moi, je devais partir à la retraite dans 1 an, et quand je vois ce travail, je repose d'une année. Donc je resterai 12 ans. Voilà. Mais je le fais aussi parce que j'ai tellement pris plaisir à venir voir ici les motards et interagir avec Yves et tout le comité. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de continuer un petit peu. Et voilà, c'est un grand plaisir. J'ai rien d'autre à ajouter sur le plan scientifique. Ça a été vraiment, à mon avis, admirable. Et puis s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est à vous de poser les questions. Voilà. J'ai pas de question en fait. J'ai juste envie de vous remercier parce que c'est bien de vous voir en dehors de vos bulles, de vos bocaux, en train de travailler pour tous nos patients. Et puis vous êtes jeune quoi. Alors moi je suis abasourdi. Monsieur Touki, vous n'avez pas de problème, vous pouvez partir en retraite. Non, regardez un peu. J'imagine. Je voulais juste rajouter quelque chose. Après l'exposé sur les traitements, j'aimerais quand même qu'on se rende compte quand même que la mucoviscidose a pris un sacré virage quand même ces derniers mois, ces dernières années, avec ces nouveaux traitements qui arrivent. Moi je connais la mucoviscidose depuis 39 ans, et quand je vois ce qu'on arrive à faire maintenant pour nos patients, je suis abasourdi parce que je pense à Greg évidemment, mais je pense à tous ceux qui sont partis avant, qui pourraient être là, évidemment avec ces nouveaux traitements. Et ça, c'est on est plein d'émotions par rapport à ça, puisqu'on s'occupe des autres. Et mon œil associatif me rend optimiste dans le sens où, effectivement, on ne va pas supprimer la mucoviscidose comme ça. On vient de parler de la thérapie génique un instant. Évidemment, on en est encore loin de ces résultats. Malgré tout, on peut peut-être quand même se rentrer dans la tête sur le Kaftrio, par exemple, et les nouveaux traitements. Effectivement, ça concerne 80% des gens atteints de mucoviscidose. Vous avez parlé des 20% qui restaient. Je n'oublie pas les greffés pulmonaires qui ne sont pas éligibles. Ils sont quand même près de 1000 actuellement en vie greffés pulmonaires et qui ne sont pas éligibles Kaftrio, par exemple. Les recherches, je crois savoir qu'il y a des recherches là-dessus pour être en rapport aussi avec le laboratoire qui a sorti ces médicaments. Je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui se passent en ce moment. Il y a encore des belles choses qui risquent d'arriver. Alors, pas demain, évidemment, pas la semaine prochaine. Mais voilà. Je voulais juste insister parce qu'il y a la communication qui est difficile sur ces nouveaux traitements, notamment de la part des familles des gens atteints de mucoviscidose, des gens atteints de mucoviscidose eux-mêmes. Leur discours chez quelqu'un où le Kaftrio marche très bien, on a souvent des discours super, maintenant c'est génial, je peux vivre, ma vie va changer et tout. Et le relationnel avec les autres, le regard des autres, c'est ah bon, ça va, il est guéri quoi. Ben non, il n'est pas guéri. Il n'est pas guéri parce qu'on n'a pas le recul. Vous en parliez tout à l'heure, M. Touki, le recul nécessaire par rapport à ces nouveaux traitements. Et on va attendre, on va voir ce que ça donne dans quelques années, le retour de ces médicaments. Mais il faut savoir aussi que les gens qui prennent le Kaftrio actuellement, qui ont 25-30 ans par exemple, et chez qui ça marche très très bien, ce qui est détruit est détruit. Vous m'arrêtez si je me trompe. C'est-à-dire qu'on ne doit pas guérir, on ne doit pas retrouver des poumons tout neufs, ça c'est clair. Maintenant, avec les médicaments qui arrivent pour les 6-12 ans, et voire même plus tard pour les nouveau-nés, j'imagine, nous laissent présager quand même un avenir de la mucoviscidose extrêmement positif, dans le sens où certes on ne guérira pas la mucoviscidose là demain, mais il me semble, et en tous les cas c'est l'optimisme que nous avons nous à l'association et à travers tout ce que l'on fait, et je pense que dans quelques années, alors je ne sais pas quand on va attendre de recul de tout ça, mais un bébé qui naît avec la mucoviscidose et qui est traité avec ces nouveaux traitements pourra vivre avec la mucoviscidose. Et vous imaginez un peu dans le domaine de la génétique, dire qu'on va pouvoir vivre malgré une maladie génétique mortelle, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc je voulais quand même que les gens sachent ça parce que c'est important. Le chemin est encore long, malgré ces nouveaux traitements, c'est pour ça que la communication est importante. C'est pour ça que j'aime bien votre exposé absolument bien vulgarisé en fait, pour qu'on puisse comprendre, pour que le commun des mortels puisse comprendre ce que vous faites. J'adore le parallèle avec la famille par exemple. C'est trop bien. Voilà, j'avais pas de questions à vous poser. Si ce n'est bravo, si j'avais peut-être une question. Olivier, hein, c'est ça?
Tu nous as dit que, je vais me permettre de te tutoyer, tu nous as dit que tu avais 26 ans de boîte de travaux par rapport à ça. Je suis étonné, je ne pensais pas qu'on pouvait commencer ce genre de travaux à l'âge de 10 ans à peu près. C'est vraiment un phénomène. Voilà ce que je voulais vous dire, on pourrait en parler pendant des heures. Mais merci à vous, parce que c'est bien que les chercheurs viennent nous voir, mais c'est bien aussi que nous on aille chez vous dans les laboratoires, c'est ce qu'on commence à faire nous. Et ça c'est important. Alors surtout longue vie à vous, et puis continuez à bien travailler les jeunes, parce qu'on a besoin de vous. Voilà. Alive, going down for the summer with my eyes open wide.